Chers amis, et comme j'ai l'habitude fort charitablement de le dire, chers ennemis, bienvenue dans Quelle semaine? Cette semaine, elle a été marquée par le abat l'abaya de notre ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Sur TF1, il a fait une déclaration martiale. J'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. Le fait qu'il l'ait décidé aura-t-il pour conséquence, dans ce pays où tout le monde, plus ou moins, se fout de ce que le gouvernement peut dire, enfin, tout le monde, on voit à quelle partie sociologique de la contestation je fais allusion. Est-ce qu'on peut espérer que ce qu'il décide aura une forme de réalisation dans le réel? C'est autre chose entre nous et on peut franchement se poser la question quand on voit que des policiers se plaignent lorsqu'ils interviennent de s'entendre dire par des délinquants « on vous a bien eu pendant les manifestations, on vous a bien planté ». Bon, donc on peut se poser la question. Alors, selon l'Attila de l'abaya, les élèves portant l'abaya, ou le camis, parce que c'est un autre vêtement, n'entreront pas en classe dès lundi. Ça, c'est dit. Oh là là, c'est ferme. Mais, ajoute-t-il, ils seront cependant accueillis. Bien évidemment, ça serait trop simple que de leur dire « vous savez que cette tenue est interdite, vous n'entrez pas ». Non, on va les accueillir et on va leur expliquer le sens de cette interdiction, comme s'ils ne savaient pas en eux-mêmes, quand ils portent ce vêtement, ce que le vêtement signifie de provocation et d'ostentation religieuse. Non, on va leur expliquer ce qu'ils savent déjà. Mais franchement, quand quelque chose est interdit, faut-il vraiment prendre la peine de l'expliquer s'il y a encore une force structurelle de la décision, de la loi? Est-ce que la loi ne se suffit pas en elle-même? Est-ce que la directive ne se suffit pas en elle-même? Déjà, le simple fait de vouloir l'expliquer semble porter atteinte à une certaine crédibilité. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que M. Macron, en parlant du voile, s'était laissé aller à dire que c'était quand même un élément du féminisme. Bon, alors quand on brasse dans de telles contradictions, il n'est pas étonnant qu'à certains moments, on prenne l'eau. Donc ça ne va pas être facile, même si aujourd'hui, même si dès vendredi, oui, aujourd'hui, une note a été adressée à tous les chefs d'établissement pour leur expliquer comment ils doivent faire quand ils vont accueillir des élèves, des lycéens, des lycéennes vêtus de ce vêtement. Bon, la discussion, la menace de sanctions disciplinaires, et puis enfin la sanction disciplinaire, tout le monde va mourir de trouille. Il va y avoir des incidents de tous les côtés, des explications à ne plus en finir. C'est vraiment la république de la palabre, la république de la discussion sans fin. La décision aurait dû être nette, claire, on n'entre pas avec ce vêtement de propagande religieuse. C'est tout. Bon. Mais il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre de la complaisance politique chez Attal, parce que il sait très bien que dans un dernier sondage de l'Institut CSA CNews, du 29 août pour être précis, 82% des Français sont contre le port de l'abaya à l'école. 80% des enseignants s'opposaient même à son port dans collège et lycée. La vérité, c'est que tout le monde est parfaitement conscient d'une offensive propagandiste religieuse, dans un contexte où les atteintes à la laïcité ont augmenté de 120% entre 2021 et 2022. Et 2022 et 2023. Bon, donc on est en présence d'une véritable offensive qu'il ne faut pas négliger. Dans ce contexte, l'offensive vestimentaire religieuse est d'une virulence indiscutable, avec une mise en place, avec, on a presque l'impression, un déploiement. Ça a commencé par le burkini, ça continue par l'abaya. C'est évidemment un moyen d'occuper l'espace visuel par une propagande religieuse. Et qu'on n'aille pas nous dire que l'abaya ne serait pas un vêtement religieux.
Du reste, les musulmans de France ont pris la parole pour défendre l'abaya, ce qui prouve bien que c'est un mouvement religieux. Ou en définitive, écoutez, moi si je veux faire simple, je vais vous dire une chose, c'est pas l'abaya qu'il faut interdire, ce sont les frères musulmans. Parce que derrière ces vêtements, il y a toute leur propagande, une propagande qui est offensive. Alors bien sûr, la situation de la France n'est pas unique. En Europe, la même question se pose, puisque le travail le travail de propagande religieuse est sur toute l'Europe. En Suisse, la loi fédérale n'interdit pas le port des vêtements et des signes religieux. Ça dépend des cantons. Bon. En Allemagne, on s'en occupe pas. Alors c'est considéré comme une manifestation de liberté. Bon. En Italie, qui ne connaît pas le principe de laïcité, c'est pour ça qu'il y a des crucifix dans les écoles du reste, on fait un peu comme on veut. Voilà, mais c'est l'anarchie, quoi. Seulement la France, elle, est particulièrement visée. C'est en France quand même qu'on a égorgé un enseignant, ne l'oublions pas. Alors faut-il être pour ou contre l'interdiction de l'abaya ? La gauche et l'extrême gauche est contre l'interdiction, bien évidemment. Vous avez même une représentante de l'extrême gauche qui a pu dire que c'était comparable à la police du vêtement. Vous voyez jusqu'où va la rhétorique. Mais enfin, quand même, on a la première femme imam de France, Kaïna Baloul, qui estime que l'abaya est un projet politique. Donc, il ne faut pas se laisser faire et il faut véritablement empêcher, même si le ministre ne tient pas bon, même si le Conseil d'État, comme c'est probable, je ne dis pas que c'est certain, mais comme c'est probable, considère que la décision d'Attal n'est pas libérale, n'est pas démocratique, il faudra même une loi si besoin, parce qu'on ne peut plus tolérer, dans notre espace démocratique républicain de respect de la femme, cette propagande qui est ni plus ni moins que le véhicule, en France, du salafisme, qui ne fait que progresser. Alors après l'abaya, il fallait bien qu'il y ait une autre polémique, parce que je ne sais pas si vous l'avez constaté comme moi, mais la France ne vit que de polémiques. On n'a plus de débats profonds, on n'a plus de discussions prolongées, on a des polémiques. Et puis, une polémique chasse l'autre. Donc, finalement, on ne peut plus approfondir aucun sujet. Alors, la polémique, elle est liée à un concours que des jeunes Français ont été amenés à faire dans le cadre de la pratique de la langue anglaise. Et ils devaient, dans ce concours, pour ceux qui étaient gagnants, prononcer un discours en anglais, évidemment, sur le modèle du fameux discours prononcé le 28 août 1963 par Martin Luther King, il y a maintenant 60 ans, 1963, le fameux discours traduit en français par « J'ai fait un rêve ». Des écoliers ont été sélectionnés, 5 adolescents âgés de 14 ans ont été choisis pour leur qualité dans la langue de Shakespeare afin de faire ce discours à la mémoire de Martin Luther King. Au passage quand même, Martin Luther King prononce son discours en 1963, où il fait un rêve de liberté, d'égalité. Alors l'Amérique, elle n'a quand même pas de leçon à donner, parce qu'en 1963, il fallait encore qu'un pasteur se batte pour que les Noirs aient les mêmes droits aux États-Unis que les Blancs. Les Américains, ils oublient un peu vite leur histoire quand ils font dans le wokisme ou dans les leçons à donner aux pays d'Europe. Petite parenthèse. Donc ces 5 adolescents, tous blancs, et oui, le problème est là, tous blancs de chez blanc, comme on dit, ont été sélectionnés et ils ont chacun fait un petit discours à partir du thème « J'ai fait un rêve ». Quand la vidéo a été diffusée, elle a été vue 6 millions de fois. Elle a immédiatement déclenché une polémique à faire trembler les plus grands polémistes. Quoi pour évoquer Martin Luther King, alors qu'il ne s'agissait, je vous le rappelle, que d'un concours, que des gagnants d'un concours
dans l'exercice de la langue anglaise, toutes les belles âmes se sont indignées qu'il n'y ait pas un seul noir dans le groupe des gagnants, appelés à prononcer le discours à la mémoire de Martin Luther King. Bon, si ça avait été un discours sur Martin Luther King, à la mémoire du combat qu'il avait mené, bon, on aurait pu comprendre l'indignation. Mais là, c'était un concours sur la langue anglaise et ces jeunes avaient une thématique pour montrer leur talent dans la langue. Ben, ça a provoqué un scandale parce qu'il n'y avait que des blancs. Comme si les blancs n'avaient pas le droit de rendre hommage, même indirectement, à Martin Luther King. Et même l'Académie de Strasbourg a fait ce concours qui n'a pas donné lieu à un scandale. Alors, on a privé les gamins de la diffusion de la vidéo, on a montré une fois de plus qu'on cédait à la pression d'une opinion raciste, parce que faire le choix entre les blancs et les noirs, je trouve ça détestable. Au passage, je dis combien j'admire le combat de Martin Luther King, qui avait textuellement dit ceci: « Je fais le rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais par le fond de leur personnalité. » En chassant ces 5 gosses qui avaient gagné le concours, on dément, en quelque sorte, le combat de Martin Luther King, qui lui ne voulait voir ni noir ni blanc, mais des hommes et des femmes. C'était un combat universaliste qu'il menait, et il avait raison. Et nous régressons, nous installons de plus en plus une forme de racisme anti-blanc qui ne fera jamais de bien à la lutte contre le racisme, bien évidemment. Imaginez que dans une équipe de foot, il n'y ait que des blancs, et que cette équipe en France gagne une coupe. On va aller dire que cette équipe est scandaleuse parce qu'il n'y a que des blancs. Mais c'est quoi cette folie? Ça va s'arrêter où, cette espèce de renversement du racisme qui n'est finalement que l'aveu subliminal d'un réel racisme? Ah mon Dieu, Martin Luther King, du ciel où tu es, comme tu dois trouver que ton combat est maintenant dénaturé. En tout cas, merci de l'avoir mené, parce qu'on a besoin d'hommes comme toi, et ton rêve, nous devons tous travailler afin qu'il s'accomplisse. Alors, encore, bien sûr, toujours une polémique, puisque je vous le dis, on est dans le siècle de la polémique, parce que ça se vend, hein. C'est plus la polémique autour des grands sujets, non, c'est la petite polémique. Alors là, c'est au sujet de madame, est-ce que son nom vous dit quelque chose? Phonia Scott Morton. Ça vous dit rien? Et bien sûr, ça concerne l'Europe. Eh bien, c'était la jeune femme qui avait été choisie pour siéger à la Commission européenne. Elle aurait dû être économiste en chef de la Commission européenne. Bon, elle a dû renoncer en juillet 2023 parce que on s'est rendu compte, d'abord, tiens, qu'elle est américaine, ensuite, tiens, qu'elle a appartenu à l'administration d'Obama, et enfin qu'elle a travaillé pour de grands groupes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc on s'est dit quand même, une américaine, des liens avec l'administration Obama, qui a travaillé pour des grands groupes, donc il va y avoir forcément un conflit d'intérêts avec les entreprises qu'elle va devoir surveiller. C'était une évidence, mais une évidence qui ne saute pas aux yeux de la Commission européenne. Elle aurait dû être économiste en chef de la Direction générale de la concurrence. Bon. Elle ne l'a pas été parce que, là, vraiment, tout le monde s'est indigné. Même Macron a osé murmurer que, en l'absence de réciprocité des Américains, il n'y avait pas de raison de donner un poste aussi important à une Américaine. Eh bien, l'évincée l'a mal pris. Elle s'est indignée bien sûr avec le fouet toujours là de la morale, hein, en disant qu'on était vraiment complètement nul en France, qu'on était retréci, qu'on ne voulait pas s'élargir. Elle a mis en garde même contre l'implication du politique dans les nominations techniques au sein des institutions. Ah bon? Vous vous rendez compte de la phrase? Vous l'avez entendue? Vous voulez que je la répète? L'implication du politique dans les nominations techniques au sein des institutions. Mais s'il n'y a plus de politique sur l'Union européenne, vous me direz, il y est déjà quasiment plus.
Qui dirige? Des fonctionnaires, des techno-bureaucrates. Mais ce n'est que ça l'Union européenne. Et elle en fait l'aveu. Elle s'étonne que le politique, c'est-à-dire ce qui reste de représentation de ce que nous voulons, puisse dire un mot. Mais il est terrifiant cet aveu. L'Union européenne, ça doit être un monde clos, fait de bureaucrates qui se choisissent entre eux, de techno-bureaucrates qui se nomment entre eux sans que l'œil du politique ne puisse y jeter le moindre coup d'œil, évidemment. Voilà, cette petite phrase, elle est terrible de signification. Et je trouve que c'est une très bonne chose que cette Fonia Scott Morton n'ait pas été nommée et qu'elle ait renoncé en juillet 2023 aux grandes dames et à la grande tristesse des fonctionnaires qui l'attendaient pour jouer avec elle au tampon bureaucratique. Voilà pour quelle semaine. On entre maintenant dans la semaine prochaine. Bientôt, il va y avoir le fameux texte sur l'immigration. On en parlera parce que c'est le problème parmi les autres de la France aujourd'hui. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Portez-vous bien et gardez le moral.